Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons enfin aborder les politiques mixtes dans le modèle ISLM. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite vraiment à les regarder. Il y a plus d'une trentaine de vidéos sur la chaîne et elles sont faites de manière chronologique. Donc vraiment commencez par le début, ça va vous donner les prérequis et ensuite vous pourrez arriver à cette vidéo des politiques mixtes. Alors cette vidéo va retracer un petit peu ce qu'on peut vous demander en examen final de macroéconomie qui aborde le modèle ISLM. C'est vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on a vu. Alors, il existe différents types de politiques mixtes. Donc nous, on va en étudier différents. J'en ai prévu à peu près 4 sur la chaîne. Et la première politique mixte qu'on va étudier, c'est l'interaction avec d'un côté l'État, qui va faire une politique budgétaire, et on va mélanger cette politique budgétaire avec l'intervention de la Banque centrale qui va faire une politique monétaire. Donc c'est ça vraiment l'idée derrière le mot mixte, c'est qu'on va avoir deux politiques, et des politiques qui sont à la fois budgétaires et à la fois monétaires. Alors l'État, qu'est-ce qu'il va faire dans notre cas? L'État, il va augmenter les impôts. Donc là, il y a vraiment une vidéo où j'ai fait une vidéo qui s'appelle politique budgétaire restrictive, où je traite vraiment l'augmentation des impôts. Donc là, en fait, on va revoir exactement ça, sauf qu'on va aller plus loin. On va aller plus loin parce que la Banque centrale va cette fois-ci diminuer son offre de monnaie. Et on va voir pourquoi elle aurait intérêt à diminuer cette offre de monnaie. Et voilà, donc on va commencer déjà par le début. Donc l'État va augmenter les impôts. Donc rappelez-vous, on a ici la représentation ISLM avec LM qui synthétise les interactions et l'équilibre du marché monétaire qu'on voit ici en bas à gauche. Et puis on a la courbe IS qui va synthétiser les relations, les interactions et surtout l'équilibre du marché des biens et services qu'on voit tout en haut à gauche. Et du coup, on va commencer par, ici, petit 1, on va commencer par le marché des biens et services pour voir qu'est-ce qui s'y passe lorsque l'État augmente ses impôts. Alors, quand l'État augmente les impôts, souvenez-vous la vidéo de la fonction d'imposition, on sait que les impôts se situent dans la consommation. Autrement dit, si j'augmente ici les impôts, je vais avoir mon C qui va diminuer. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que si C diminue, comme je fais la somme pour avoir la demande prévue, je vais avoir ma demande prévue ici D1 qui va diminuer vers D2. Donc on a D2 qui va être inférieur à D1 du fait de l'intervention de l'État. Et du coup, cette diminution de D2 va entraîner une diminution du revenu ici Y2. Et si le revenu diminue, là cette fois-ci on va aller hop, petit 2 sur le marché monétaire, hein, donc c'est exactement la même chose qu'on avait fait dans la précédente vidéo, vraiment là je change vraiment pas. Du coup sur le marché monétaire, qu'est-ce qui se passe? On a la demande de monnaie, elle a une composante qui est le revenu, le taux d'intérêt reste fixe au début, et donc si le revenu diminue, alors j'ai ma demande de monnaie qui va diminuer. Et donc si ma demande de monnaie diminue à une offre constante, alors ici, je vais me déplacer de ici à ici. Et dans ce nouvel équilibre, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai forcément une offre de monnaie qui sera supérieure à la demande de monnaie. Et qui dit déséquilibre entre l'offre et la demande dans ce sens, quand on a plus d'offres et par rapport à la demande, on a plus de glace que de personnes qui veulent de la glace, et bien le prix de la glace va diminuer. Ici, le bien, c'est la monnaie. Et donc le prix de la monnaie va diminuer. On le voit sur le graphique ici, j'aurai mon taux d'intérêt qui diminue. Qui dit taux d'intérêt diminue, dit que sur le graphique ISLM, on aura le décalage de IS, ça c'est lié à la baisse du revenu sur le marché des biens et services. Et du coup, je vais passer de l'équilibre de A à l'équilibre de B. Et à l'équilibre de B, j'aurai un niveau de revenu qui a diminué, donc ça c'est ce qu'on retrouve ici. Et j'aurai un taux d'intérêt R2 là qui sera inférieur au R1, donc ça c'est ce qu'on a vu ici avec ce fameux déséquilibre. Donc ça c'est ce qui se passe lorsque l'État va augmenter les impôts. Donc pour l'instant on a vraiment traité que l'impact de la politique budgétaire. Sauf que maintenant la Banque centrale elle va voir ça et la Banque centrale elle décide de maintenir constant le taux d'intérêt.
La Banque centrale ne veut pas que le taux d'intérêt diminue. Elle ne veut pas de cette situation sur le marché monétaire. Elle ne veut pas que ça diminue ici. Ça, elle n'aime pas. Alors pourquoi la Banque centrale aurait intérêt à maintenir constant son taux d'intérêt? Tout simplement pour éviter par exemple de surchauffer les marchés financiers, de surchauffer l'économie. Donc ça peut être quoi? Ça peut être éviter d'avoir une inflation trop forte. Ça peut être éviter d'alimenter des bulles spéculatives sur les marchés financiers parce que dès que le taux d'intérêt est plus bas, les investisseurs peuvent emprunter pour de l'immobilier, pour du marché action, en tout cas ils peuvent emprunter à moindre coût. Donc ils ont tendance à emprunter et en empruntant, du coup on a de la création monétaire et donc on va alimenter ce type de bulle. Donc la Banque centrale aurait tout intérêt ici à maintenir constant son taux d'intérêt. Et du coup la question qu'il faut se poser c'est dans tout ce qu'on vient de décrire sur la politique budgétaire de l'État, à quel moment la Banque centrale peut-elle agir? C'est ça la question fondamentale d'une politique mixte. Et quand on regarde, la Banque centrale, elle ne peut pas agir sur le marché des biens et services. Donc là, dans le petit 1, elle est obligée de laisser faire l'État, de laisser l'État faire ce qu'il veut. Elle ne peut pas agir. Elle ne peut pas agir sur la demande, elle ne peut pas agir sur ces types de composantes macroéconomiques. En revanche, la Banque centrale, elle a vraiment un pouvoir d'action sur le marché monétaire. Et donc, elle va pouvoir un peu intercepter ce que l'État a fait sur le marché des biens et services, mais sur le marché monétaire. Et donc, à quel moment elle peut l'intercepter? Elle peut l'intercepter avant ce fameux déséquilibre offre-demande. Pourquoi? Parce qu'on a l'offre de monnaie ici au 1. La Banque centrale voit que la demande de monnaie va varier. Elle sait que si elle maintient constant son offre de monnaie, alors elle va aboutir à une baisse ici du taux d'intérêt. Et ça lui va pas. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer l'offre de monnaie. Elle va diminuer jusqu'à ce que l'offre soit égale à la demande, à taux d'intérêt constant. Et c'est exactement ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'en diminuant, elle décale ici la courbe d'offre jusqu'à ce qu'on réatteigne en fait la nouvelle courbe de demande au taux d'intérêt donné. Donc on part ici, je vais mettre des lettres. Au lieu de partir, donc on part en A à chaque fois, et au lieu d'arriver ici en B où on aura un taux d'intérêt qui serait plus faible, on va arriver ici en C. Et donc en C, qu'est-ce qui se passe? On a l'offre de monnaie qui est plus faible, mais qui s'aligne à la demande de monnaie qui est elle aussi à diminuer à cause de la diminution ici du revenu. Et par contre, on a un taux d'intérêt qui reste constant. Et ça, comment on va le matérialiser sur le graphique ISLM? Tout simplement décaler l'offre de monnaie va décaler la courbe LM. C'est toujours la même chose. Et donc la courbe LM va se décaler, hop, jusqu'à ce qu'on ait ici ce nouvel équilibre en C. Et pourquoi ce nouvel équilibre en C est important? Parce que au final, on va avoir ce taux d'intérêt R1 qui ne varie plus. On était en A, ici. Normalement, vu la politique budgétaire de l'État, on aurait dû passer ici en B, qui induisait un taux d'intérêt plus bas. Sauf que la Banque centrale, comme elle a agi en réduisant son offre de monnaie, on reste en C. Et donc on passe de l'équilibre A à l'équilibre C. Et cet équilibre C induit un taux d'intérêt qui ne varie pas. Donc l'objectif de la Banque centrale, il est validé. En revanche, et c'est ça en fait le problème de cette combinaison, c'est que si on avait laissé l'État faire ce qu'il voulait, on aurait eu ici un revenu Y2 qui serait inférieur à Y1. Donc on aurait eu une récession, mais une récession peut-être modérée. Et en fait, avec l'action de la Banque centrale qui va en fait maintenir le taux d'intérêt constant, en faisant ça, la Banque centrale empêche les investisseurs d'investir massivement. Et on sait que dans le revenu, donc ici Y égale à C plus I plus G, quand on pénalise ici le I, forcément le revenu, on n'a pas un effet de rattrapage, et donc on va se décaler encore plus vers Y3, et donc au final, cette perte ici de revenus, c'est l'action de l'État, de la politique budgétaire, et cette perte de revenus, c'est l'action de la Banque centrale. Et donc au final, la politique budgétaire de l'État et la Banque centrale vont accentuer ici la récession, et donc on va avoir vraiment un impact négatif
sur l'économie. Mais ça peut être justifié. Ça peut être justifié parce que en maintenant son taux constant, la Banque centrale peut éviter d'avoir de l'inflation, peut éviter d'avoir des bulles spéculatives, et on sait que ce type de choses en économie peut provoquer des désastres à moyen ou long terme. Donc voilà, si je récapitule un petit peu cette politique mixte, on a un État qui décide de resserrer la vis, d'augmenter ses impôts. Normalement, en augmentant ses impôts, on devrait aboutir à une diminution du revenu, donc c'est ce qui se passe, mais à une diminution du taux d'intérêt qui viendrait du coup au bout de quelques temps, restimuler l'investissement privé et donc faire partir comme ça l'économie. Sauf qu'on a la Banque centrale qui n'est pas d'accord et qui, elle, ne veut pas que son taux d'intérêt diminue et donc va tout faire pour maintenir son taux d'intérêt. Et donc comme elle va maintenir son taux d'intérêt, on va aboutir à une situation où l'économie est drastiquement en récession. On a vraiment une perte de revenus à tous les niveaux. Par contre, on conserve notre taux d'intérêt. Donc voilà, on peut vous demander vraiment ce type d'exercice où il faut d'abord partir de la politique budgétaire et ensuite voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique monétaire. Et pourquoi ça a du sens de raisonner comme ça? Parce que on voit bien que, par exemple, en zone euro, on a la Banque centrale, la BCE, qui va faire une politique monétaire et elle va généralement choisir sa politique monétaire en accord avec les politiques budgétaires des États. Et c'est pour ça que c'est très compliqué en Europe quand on va avoir certains États qui vont faire des politiques ici restrictives, on pense notamment à la France et l'Allemagne, et on peut avoir des États comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, qui vont avoir plutôt des politiques expansionnistes, qui ne vont pas être restrictives. Parce que la Banque centrale, elle est obligée d'avoir une seule politique, une vision. Et donc forcément, si jamais la Banque centrale décide d'aller vers la France et l'Allemagne, alors elle va pénaliser les pays comme l'Espagne ou l'Italie et vice-versa. Donc c'est pour ça qu'en Europe, la grande difficulté, c'est qu'il faut trouver une cohérence dans les politiques budgétaires des États pour que la Banque centrale puisse agir en concordance. Parce que là, on voit très bien que dans notre cas précis, l'État veut quelque chose, mais la Banque centrale veut autre chose. Et donc elles ne se sont pas concertées, et donc on peut aboutir à des effets qui peuvent être dramatiques dans l'économie. On voit bien par contre que ce modèle ISLM, c'est pour ça que c'est un modèle qui est connu et très utilisé, il retrace vraiment un petit peu tout ce qu'on peut voir dans notre société, dans l'économie. Et donc c'est vraiment un modèle macroéconomique qui permet de prendre des décisions, ou du moins qui permet de comprendre pourquoi on a ces décisions à l'échelle des États, à l'échelle des banques centrales, et du coup à l'échelle d'une région du monde, comme les États-Unis ou l'Europe. Donc voilà, je vous invite vraiment à refaire cet exercice. Donc là, on était sur un mélange de politique budgétaire restrictive avec une politique monétaire restrictive. Donc on a eu une double restriction. Cette double restriction était assez dramatique pour l'économie, mais peut se justifier, comme je l'ai dit, pour éviter les bulles ou ce genre de choses. Dans la prochaine vidéo, on va mélanger un petit peu plus de l'expansionniste, on va voir comment la Banque centrale peut réagir différemment ou comment les politiques budgétaires des États peuvent également inverser la donne. Et puis voilà, puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo, bien sûr à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. Puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.